Éclairage sur un sujet de l'actualité économique. Taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Cours des principaux minerais de la RDC, indice des prix à la consommation. C'est dans Jeudi Économie, chaque jeudi à 14 h après les infos. Et sa rediffusion jeudi 20 h. Jeudi Économie, émission présentée par Eric Ambago. Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans votre magazine hebdomadaire Jeudi Économie. Vous connaissez les rubriques, taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Vous aurez le cours des principales méthodes d'exportation du pays, le panel de la ménagère et un invité pour commenter un sujet de l'actualité économique. Commençons par le taux de change. Rachel Inesiwe, bonjour. Bonjour Eric Ambago. Quelle est la parité aujourd'hui franc-congolais principale de devises étrangères? La parité franc-congolais principale des devises étrangères à l'indicatif se présente de la manière suivante. En dollars vaut 2707,7394 francs congolais. En euros équivaut à 2917,1450 francs congolais. Un franc CFA égale à 4,4572 francs congolais. Et un rand sud-africain vaut 142,4084 francs congolais. Et au marché parallèle Eric, un dollar vaut 2860 francs congolais, un euro équivaut à 2867 francs congolais et un franc CFA égale à 4,1 francs congolais. Et quel est le cours des principales matières d'exportation du pays? La tonne du cuivre a encore connu une hausse. Elle coûte 9239,16 $ contre 9024,70 $ américains la semaine dernière. Le coût de la tonne du cobalt a enregistré encore une baisse. Il coûte 21 440 $ contre 21 483 $ américains il y a une semaine. L'once d'or est vendue à partir de 2895,38 $ contre 2863,10 $ américains il y a une semaine. Le baril du pétrole revient à 71,36 $ contre 71,15 $ américains la semaine dernière. Et enfin, une tonne de cacao est vendue à partir de 1131 $ contre 1913 $ américains la semaine dernière. Merci Racheline. Si on vous retrouve avant la fin de l'émission pour le panier de la ménagère. L'accès à la mer de la République démocratique du Congo est très restreint et la délimitation des frontières maritimes ne peut se faire qu'avec l'Angola. L'ouverture de l'RDC à l'océan mesure environ 40 km. Et pour recevoir ou exporter des marchandises, il faut des plateformes comme les ports secs à côté du port en eau profonde de Banana. Est-ce que ces infrastructures peuvent permettre l'accroissement des recettes pour le trésor public? Jeudi Économie reçoit pour vous le PCA, le président du conseil d'administration de l'OGFREM, Office de gestion du fret multimodal. Il est aussi député national. Monsieur Adolphe Amissi Makutano, bonjour. Bonjour, monsieur Eric Ambago. On a souvent l'habitude de vous recevoir comme cadre de l'UDPS. Vous répondez à plusieurs questions directes. Merci pour cette confiance. Aujourd'hui, on vous reçoit comme président du conseil d'administration d'une entreprise du portefeuille de l'État. Alors, monsieur Amissi Makutano, pour nos auditeurs qui voient OGFREM sur des pancartes, sur des panneaux, c'est quoi l'OGFREM? Merci beaucoup, M. Eric Ambago, pour la question. Premièrement, je dois vous rappeler que l'Office de gestion du fret multimodal, OGFREM, en abrégé, est un établissement public à caractère administratif et technique placé sous la tutelle du ministère des Transports, voies de communication et des enclavements. Alors, quelles sont ces missions? Les missions de l'OGFREM, premièrement, vous devez comprendre conformément au décret numéro 09/63 du 3 décembre 2009 fixant ses statuts. L'OGFREM a notamment pour mission d'assurer l'assistance aux chargeurs et promouvoir le commerce extérieur, ça c'est de 1. Deuxièmement, l'OGFREM a aussi une mission de gérer le fret national sur l'ensemble du territoire national et dans les principaux corridors à travers l'Afrique, à travers le monde. Et troisièmement, promouvoir la productivité nationale dans les secteurs des transports multimodaux. Pourquoi on parle aujourd'hui de multimodal? Le multimodal englobe toute forme de transport. Nous sommes dans les transports maritimes,
ferroviaire, lacustre, terrestre. Il n'y a pas de conflit de compétences avec la LMC, la CVM. Il n'y en a pas, comme vous le savez, ce sont des établissements de l'État. Et bien entendu, avant que ça puisse avoir lieu, il y a eu toujours une réglementation. Et bien entendu, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Dans l'introduction, j'ai parlé des ports secs dont dispose le GEFREM pour l'exportation, pour réceptionner des marchandises qui viennent de l'étranger. Alors, comment peut-on définir un port sec, monsieur Makutano? Le port sec, c'est une plateforme dans les transports pour faciliter l'arrêt. Parce que, comme vous le savez, le port sec se retrouve souvent dans de milliers frontaliers. Et avant de faire toute démarche administrative, il est important que la cargaison ou le véhicule puisse stationner. C'est un espace qui permet à ce que toutes les procédures qui sont exigées puissent être effectuées. C'est pourquoi vous comprendrez que dans le port sec, vous trouverez, il y a tous les services de l'État avant tout échange de la marchandise entre un pays et un autre. Donc c'est un peu comme les ports maritimes, port de Matadi, port de Boma. Un port sec fonctionne exactement comme ces ports-là. Bon, c'est presque, parce que vous savez, quand nous prenons le port de Matadi, ça nous permet quand même à embarquer nos cargaisons. Et là aussi, c'est un lien qui nous permet à pouvoir embarquer nos cargaisons vers une destination tierce. Et c'est la même chose quand nous avons des cargaisons qui viennent. Avant que ça prenne route, il faut qu'il y ait un endroit où on va stationner pour que nous puissions avoir un temps de pouvoir mener nos démarches. Et après nos démarches, on peut prendre la route. Donc tous les services sont installés dans ces ports secs. Mais bien entendu, tous les services de l'État, de douane, de contrôle, tout le monde est là. Mais le GEFREM aussi a un terrain où il faut ériger les ports secs, mais bien entendu, nous sommes dans la procédure. Bien entendu, là aussi, il nous est demandé de pouvoir un peu dénoncer la lourdeur, justement, de la procédure au niveau des passations des marchés publics. On n'avait pas encore lancé l'appel d'offres. L'appel d'offres a été lancé, mais on avait annulé. Bien entendu, nous sommes dans la deuxième procédure où le Conseil avait ordonné la direction générale pour la préqualification. D'ailleurs, nous avons eu déjà les cutis. Quels sont les projets de construction de ports secs dont dispose le GEFREM? Bon, à ce qui concerne le port sec que détient le GEFREM, nous avons d'abord le projet phare, c'est le port sec de Kasumbalesa. C'est un terrain qui existe depuis longtemps, mais bien entendu, c'est juste la matérialisation qui traîne un peu le pas. Mais je crois qu'avec la procédure entamée, je crois que nous allons avancer les autres ports secs. N'oubliez pas que nous sommes aussi à Kalambambouji, où nous avons eu plusieurs hectares. Et comme vous le savez, c'est un projet intégrateur. Qui va jusqu'en Angola. Oui, bien sûr. Et nous sommes déjà là. Et nous sommes aussi à Kamanyola, où nous avons, oui, au site Kivu, où nous avons acheté un terrain pour la cause. Et bien entendu, il y a aussi des équipes qui sont au niveau du Congo central, justement pour voir comment nous allons nous comporter, et surtout avec la construction du port en eau profonde au niveau de Banana. Et bien entendu, il y aura aussi la construction de notre port sec au niveau du Congo central. Justement, au sujet de la concession du port sec de Kasumbalesa, la direction générale de le GEFREM avait annoncé que la date limite de dépôt des demandes de préqualification et d'ouverture des plis y afférents, initialement prévue pour le vendredi 10 janvier 2025, avait été reportée au lundi. Où en sommes-nous aujourd'hui? Monsieur Eric Ambago, le conseil d'administration est l'organe de décision de l'OGEFREM. Le conseil d'administration avait autorisé la direction générale justement à exécuter le projet. Au stade actuel, nous sommes en train de suivre l'exécution par la direction générale des décisions qui avaient été prises au niveau du conseil d'administration. Le conseil sera édifié lors de la tenue de notre réunion du conseil d'administration, la réunion ordinaire du mois de mars, pour essayer un peu de passer en revue tout ce qui a été déjà mis en musique. On parle de ce port sec depuis plusieurs années. Bien sûr. Qu'est-ce qui bloque finalement la réalisation de ce port sec? Bon, le port sec de Kasumbalesa, si ça traîne, je vous l'ai dit tantôt, c'est premièrement la problématique avec le passation de marché public. Il y a la lourdeur. C'est quel délai pour finalement avoir l'autorisation? Mais bien entendu, moi je ne maîtrise pas. Et même ils savent. Et c'est une question qu'il faut poser à nos amis des passations de marché public qui parfois alourdissent les choses. Parce que vous savez, la phase de bétonnage, la phase de compactage. La phase de compactage, d'ailleurs, il y a une exécution de 20 hectares. Alors, ça restait la phase de bétonnage. C'est là où nous sommes.
Et bien entendu, cette année, nous sommes à pied d'œuvre justement pour que cette œuvre puisse entrer en contribution et surtout espérer notre contribution dans la caisse de l'État. Mais vous devez avoir une cellule de passation de marché pour accélérer un peu la procédure. Oui, non, une cellule de passation de marché, ça existe. Mais bien entendu, cette cellule travaille en connivence avec l'organe habilité. C'est pourquoi là, nous sentons qu'il y a quand même une lourdeur. Et qu'est-ce que vous allez faire pour que les choses puissent s'accélérer? Nous avions formulé des recommandations à la structure en question et je crois qu'ils ont pris en compte. Nous sommes au début de l'année et bien entendu, nous avons soif de voir le port sec de Kasumbalesa avant qu'on entame d'autres ports secs et je crois qu'on s'est mis d'accord. C'est pas pour longtemps. Vous donnez quel délai pour réaliser ce projet? Nous nous sommes fixés pour cette année et je crois que la procédure elle est respectée pour l'instant. Comme il y avait des dépôts de demandes, des préqualifications et d'ouverture de plis, déjà la date elle est fixée, c'est pour ce 20 et après cette procédure nous on avance. Vous avez déjà en vue les sociétés qui vont pouvoir travailler, qui vont pouvoir réaliser ce grand projet? Oui, exactement. Comme vous le savez, nous étions dans un partenariat avec les forces armées pour qu'ils puissent effectuer les travaux. Il y a eu même des études qui ont été menées sur le terrain. Le génie militaire. Oui, le génie militaire. Mais malheureusement, comme vous le savez, les génies militaires n'ont pas une personnalité juridique. C'est ce qui nous a un peu bloqué au niveau de l'IGF parce qu'on devait traiter avec une entreprise qui a une personnalité juridique. Parce qu'on sait en cas à qui on va se remettre. Et bien entendu, comme cette procédure n'a pas abouti, et aujourd'hui, nous sommes dans une procédure normale d'appel d'offres où les entreprises qui vont s'intéresser, qui vont soumissionner, et in fine, on aura l'exécution de notre volet, c'est-à-dire la construction de ces ports. Il n'y aura pas de conflit, par exemple, à Kasumbalesa avec les installations de la DGDA qui se trouve aussi à Kasumbalesa? Non, la DGDA n'a pas l'apanage de se faire de port sec. Même l'OGFM construit le port sec, la DGDA sera dedans. Et donc, il y a d'autres particuliers. Par exemple, à Lukangaba, vous trouverez qu'il y a un port sec érigé par des particuliers. Or, il y a un établissement public de l'État qui a cette mission. Et c'est par ici où on va pouvoir aussi mener notre démarche au niveau du gouvernement pour que nous puissions quand même être remis dans nos droits et que ces gens-là, si ils peuvent poser des actes pareils, qu'ils soient quand même en partenariat avec la structure de l'État que nous sommes, le GFREM. Parce que quand ils érigent des ports secs partout où ils veulent, parce qu'ils ont les moyens, mais bien entendu, le contrôle. Parce que nous faisons le suivi des cargaisons, nous suivons. Nous savons que non, ça quitte point zéro pour tel point. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'ils ont embarqué? Et là, nous sommes dans la surveillance. Et n'oubliez pas que le GFREM joue aussi un rôle sécuritaire à ce qui concerne la nation. Et donc, on ne peut pas laisser ça à n'importe qui. Il faut que ça soit contrôlé par une structure de l'État. Et puis, s'il y a des particuliers qui veulent œuvrer dans ce secteur, franchement, ils doivent être toujours en contact avec le GFREM, en partenariat avec le GFREM, même si l'ouvrage existe, mais que le GFREM puisse avoir son œil. Cela va aider aussi que l'État puisse avoir une contribution de la part de le GFREM. Alors, ça peut coûter combien un port sec? Bon, ça dépend de la dimension. Comme à Kasumbalesa, par exemple? Non, ça dépend de la dimension. Ça peut aller dans les 300 millions. Donc, le maximum, c'est 300 millions. 300 millions. Bien sûr, pour vraiment mettre en état, construire tout ce qui a été prévu dans les 300 millions. Pour que cette infrastructure puisse attirer des clients, il faudra absolument qu'il y ait du matériel de la dernière génération. Est-ce que ça sera le cas? Quand vous quittez Lubumbashi pour Kasumbalesa, vous voyez combien de kilomètres qui sont envahis par des véhicules. Les ports secs permettent aussi à dégager la route. Et ce sont des poids lourds qui transportent le coltan, qui transportent les tonnages de cuivre. Ça pèse. Mais le port sec est construit dans ce sens de pouvoir prendre en charge cette cargaison et surtout ces engins lourds-là. Ça va aider, non seulement de dégager la route, ça va permettre aussi de comprendre ce que nous exportons. Parce que quand le véhicule passe, il y a les pointages. On sait qu'il y a autant de véhicules qui contenaient le cuivre, qui contenaient les trucs, parce qu'il faut avoir toutes les informations. Et je crois que dans des ports secs partout où ça se retrouve, il y a les agents de sécurité qui contrôlent. Ça nous aide aussi à pouvoir découvrir plus d'informations qu'avant. Et cela nous est aussi utile parce que ça fait entrer aussi quelque chose dans la caisse de l'État. Comme vous le savez, nous avons deux produits. Il y a la ferry et il y a la ferrée. La ferrée, c'est la voie terrestre. Et quand ça entre, nous devons savoir qu'est-ce qu'il y a. Parce qu'on peut avoir un conteneur, mais un conteneur qui a le contenu. Mais quand ça entre dans les ports secs, ça doit être contrôlé. Nous devons savoir qu'est-ce qui est entré là-bas. Il y a quoi dedans?
le véhicule a transporté quoi. Vous comprenez? Ça nous aide à avoir plus d'informations. Comme vous le savez, nous sommes en train de travailler en collaboration avec la DGDA et l'OCC. Et nous savons la mission de tout un chacun. Mais nous, à ce qui concerne la cargaison, parce qu'avant que le véhicule puisse passer, il faut savoir qu'il y a la ferry, il y a un taxe qu'il faut honorer. Et c'est après où nous concilions, où nous passons des informations entre les deux services de l'État, c'est-à-dire la DGDA et l'OGFREM. Nous sommes là, mais nous ne sommes pas sur le champ. Mais cela est fait par la DGDA. Mais la DGDA ne voit que ce qui doit revenir à l'OGFREM sans pour autant contrôler le contenu. Ça, c'est dangereux. Oui, c'est pourquoi nous allons mener des démarches pour que nous puissions rentrer dans la zone d'opération, que nous soyons aussi là. Parce que l'OCC contrôle la qualité. Mais nous aussi, nous devons contrôler le contenu. Est-ce que ce qui a été déclaré au point zéro, c'est ce qui nous est arrivé? Parce que souvent, il y a des dépotages en cours de route. Ça peut prendre un conteneur numéro tel, arriver à un certain moment, il dépote. Et nous devons être là aussi pour surveiller, pour voir si ce qui a été déclaré, c'est ce qui est arrivé au niveau de notre frontière. Donc, l'OGFREM devait aussi retourner dans le circuit opérationnel au niveau de nos frontières, comme font l'OCC, comme font la DGDA et les autres services qui sont au niveau de nos frontières. Les ports secs, ça rapporte de l'argent, ça rapporte Bien beaucoup sûr. À l'État? Oui, ça rapporte le moyen, parce que quand un véhicule entre dans un port sec, je vous donne l'exemple, il y a toujours la tarification, où la ville gagne, l'entité où ça fonctionne, ça gagne, il y a aussi des taxes qu'il faut payer à l'État. Donc si aujourd'hui vous avez autant de ports secs, la santé financière de votre entreprise va s'améliorer. Bien sûr. Il y aura également beaucoup d'entrées dans les caisses du Trésor. Beaucoup d'entrées, oui, beaucoup d'entrées. Parce que moi je me rappelle, nous étions en Namibie avec l'ambassadeur congolais au niveau de Namibie. Il nous a montré qu'il y avait un port sec au niveau de Namibie qui nous avait été octroyé par le gouvernement namibien, qu'il fallait mettre en valeur. Alors qu'il y avait des mandataires avec qui nous travaillons, qui avaient souhaité de pouvoir mettre ça en valeur. Mais malheureusement, l'autorité qu'on avait à son temps n'a pas facilité la rapidité sur les démarches. Et voilà, ça y est là-bas. Non seulement Namibie, il y a aussi Dar es Salaam. Le port sec, c'est vraiment un produit qui peut encore fortifier la trésorerie de l'OGFREM. Pour les ports secteurs de Namibie, vous avez trouvé des partenaires? De Elvis Bay. Vous avez eu des partenaires ou vous êtes en train de discuter avec des partenaires Bon, je crois on va encore relancer les dossiers avec les nouveaux ambassadeurs. Parce qu'on avait changé les ambassadeurs. Parce qu'à chaque pays, tellement que nous sommes dans une organisation, il y a des coopérations. Ils donnent à chaque pays des portions où ils peuvent ériger des ports secs. Il y a un port, un grand port de Elvis Bay, et ça permet à ce que quand la marchandise arrive là-bas, il y a des marchandises qui embarquent dans des véhicules pour faire le Katanga, et là, il y a la ferry qui intervient. Parce que là, nous avons aussi l'attestation de destination ou de la continuité. Il y a aussi des frais qui sont payés. Mais par conséquent, avant que ça prenne route, toutes les marchandises qui sont destinées en République démocratique du Congo doivent être magasinées au niveau du port sec de la République démocratique du Congo. Parce que là, vous trouverez plusieurs pays de la région. Malawi, tout ça. Et il y a des ports secs qui fonctionnent, mais chez nous, ça ne fonctionnait pas encore. Il fallait qu'on accélère. Mais malheureusement, l'ambassadeur qui était là-bas et le ministre que nous avions, Arma, il n'avait pas apporté de l'intérêt par rapport à ça. Aujourd'hui, on a l'impression que l'OGFREM est devenu canard boiteux. À l'époque, dans les années 2000, 2002, 2003, on sentait que ça bougeait à l'OGFREM. Aujourd'hui, c'est quoi la conjoncture qui fait qu'aujourd'hui l'OGFREM est un peu en difficulté? Non, moi je ne pense pas ce que vous présentez. Comment l'OGFREM est en difficulté? Mais vous êtes en retard, vous n'avez pas de port sec jusque-là, tout est encore en projet. Non, ça c'est ne pas dire que non, ça ne bouge pas. Il y a des ports secs. C'est juste la matérialisation, c'est-à-dire le bétonnage et les restes. Nous sommes dans le processus et ça va se faire d'ici là. Je vous ai dit, on va évaluer au conseil du mois de mars. Et je crois que si vous allez encore revenir, je vous donnerai plus de détails. Mais la santé de l'entreprise se constate sur le fonctionnement
sur ses agents. Le GFREM n'a pas de problème. Parce qu'avant que nous arrivions, ça il faut qu'on se le dise, c'est tout le temps que les gens étaient dehors en train de marcher, en train de réclamer. Mais aujourd'hui, quand même, ça fait 2 ans et demi que nous sommes à la tête de l'OGFREM. Il y a la discipline, il y a l'amour et les gens s'y mettent. Parlez-nous un peu de la ferrée et de la ferrée. C'est quoi ces 2 instruments dont dispose l'OGFREM? Fiche électronique. Oui, voilà. C'est quoi finalement? Ça sert à quoi? La ferrée, ça sert à quoi? La ferrée, ça sert à quoi? Bon, comme vous le savez, nous avons la ferrée, ce sont des termes techniques. Hein. Nous avons un système de récolte, un système de la souscription. Parce que quand vous avez votre cargaison, vous devez souscrire à ces documents électroniques qui vous permet à ce que vous puissiez payer d'abord la redevance de l'OGFREM et qui permet à ce que l'OGFREM puisse prendre en charge la cargaison. Nous avons notre tour, par exemple, la tour de contrôle de l'OGFREM qui suit la cargaison, qui contrôle les embarcations d'origine jusque dans notre pays. Donc, par exemple, quelqu'un qui a acheté à Dubaï, oui, bien sûr. Vous suivez de Dubaï. Dès que vous souscrivez, on vous prend en charge et nous suivons l'évolution. Et il y a un frais qu'on paye pour ça. Vous prenez en charge, ça veut dire quoi? Vous sécurisez la marchandise? Pas sécuriser, mais nous sommes en train de suivre comment ça a quitté le port jusqu'à arriver là où la destination était prévue. Il arrive qu'au milieu du parcours, des pirates, tout ça, utilisent cette marchandise. Oui. Ça se passe comment? C'est pourquoi je suis en train de plaider pour le retour dans la zone opérationnelle au niveau des frontières de l'OGFREM. Parce qu'il y a un document initial. C'est le document de souscription. Là où la marchandise vient. Et quand ça arrive à la destination, ce document doit justifier correctement ce qui a été déclaré au départ. Mais malheureusement, si on n'est pas là et qu'on présente à la DGDA, par exemple, la DGDA n'aura pas la technicité qu'a l'OGFREM. Parce que l'OGFREM sait que ces documents me présentés, c'est un faux document. La cargaison que nous avons prise en charge au point zéro, ce n'est pas le contenu qu'il y a ici. Par conséquent, on met la main sur la cargaison. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui est fait. Mais nous sommes en mesure de prendre en charge du point 0 jusqu'au point X. Donc, vous pouvez par exemple aider à contrôler les prix des marchandises, parce qu'on dit souvent que les opérateurs économiques minorent les prix des marchandises. Vous m'avez posé la question de savoir quelles sont les missions de l'OGFREM. Je vous prends seulement la première mission que je vous avais dit, c'était quoi? Nous sommes dans le commerce extérieur. Toutes les cargaisons qui viennent d'ici viennent de l'extérieur. Même si vous prenez Chine, Dubaï, Europe, nous connaissons qu'à tel endroit, il y a telle embarcation. Et quand ça arrive, nous devons être là pour contrôler. Est-ce que ce qui a été déclaré au départ, c'est ce qui nous est arrivé? Mais malheureusement, nous ne sommes pas dans la zone opérationnelle. Je suis en train de me battre. Nous allons voir. Notre titel d'ailleurs, nous avons y a travaillé premièrement pour doter d'abord l'OGFREM d'un système informatique approprié. Parce que dans ces systèmes, on ne peut pas avoir de gens qui ont l'accès, or qui ne sont pas de l'OGFREM. Parce que nous avons constaté, il y a déjà, par exemple, les anciens mandataires qui vont se retrouver dans les systèmes. Parfois, ils interviennent dans les systèmes sans que vous le sachiez. C'est une faille. Et ensemble, avec le ministre des Tutelles, nous avons débattu et le conseil a levé l'option de pouvoir trouver une maison sérieuse qui va produire un logiciel digne qui sera installé à l'OGFREM. Parce que même si des pirates qui voudraient peut-être s'y mixer dans les systèmes, qu'ils ne puissent pas avoir l'accès. Parce que nous voulons capitaliser, le moyen qui doit être nécessairement pour l'OGFREM et éviter la magouille et surtout les détournements que font parfois certains mandataires avec qui nous travaillons. Souvent, ce sont eux qui perçoivent les dits de l'OGFREM. Mais quand vous souscrivez, cet argent doit entrer directement dans les comptes de l'OGFREM au lieu que ça entre dans les comptes des mandataires qui va maintenant rétribuer à l'OGFREM. Alors que lui, il travaille pour le compte de l'OGFREM et donc l'OGFREM doit avoir la mainmise de tout l'entrée. Et après, nous allons voir quel est le pourcentage reconnu pour la rétribution des mandataires. C'est comme ça que ça doit être fait et c'est pour ce débit de l'année. Donc c'est un coulage qui existe ici depuis longtemps. Vous dites? C'est un coulage des recettes de l'ONATRA. Non, ce n'est pas un coulage. C'est une faille d'un système informatique. Vous comprenez? Parce que ce qui fonctionnait à son temps, parce que nous, on doit changer la méthodologie, la manière de faire. Jamais qu'un mandataire puisse recevoir ou récolter l'argent pour le compte de l'OGFREM et que ça entre dans son compte. C'est-à-dire que s'il a des clients, que ces clients souscrivent et l'argent payé par les clients doit entrer directement dans le compte de l'OGFREM au lieu que ça entre dans le compte du mandataire.
et que les mandataires puissent rétribuer à l'OGFM. Non, c'est l'OGFM qui rétribue aux mandataires et pas les contrats. Alors, monsieur Makutano, un exemple, ça veut dire un opérateur économique qui achète, mettons, des marchandises en Asie, il doit les emmener au Congo, il paye quoi à l'OGFM? L'OGFM ne taxe pas le contenu, c'est par conteneur. Et par conteneur, pour la ferry, on payait $100. Mais justement, dans le cadre de la facilitation, il faut faciliter les chargeurs. Il faut leur donner la confiance. Nous sommes là pour les chargeurs. On a réduit à $90. Et dans ces $90, les gens avec qui nous travaillons, les mandataires avec qui nous travaillons, parce qu'il y a les agents portuaires qui travaillent jour et nuit, il y a les frais administratifs. Et ces frais-là sont rétribués par les mandataires, on les rétribue. C'est-à-dire, c'est à $40. Ce qui entre dans la caisse de l'OGFM, c'est juste $50. Et parmi ces $50, il faut encore rétribuer un pourcentage pour un mandataire. Donc, il y a un prix pour les 40 pieds, il y a aussi un prix pour le 20 pieds. Et donc, un chargeur qui prend la marchandise au niveau de Dubaï, parfois, ça peut faire des transits. Il y a la continuité. Et là, il ne paye que le frais reconnu à l'OGFM. Mais si, par exemple, ça va aller vers le Katanga ou quoi, si ça arrive, par exemple, à Dar es Salaam et que ça doit prendre le véhicule, là, ça doit encore prendre l'attestation de destination pour la destination du Katanga. 40 pieds, 20 pieds, c'est combien pour un opérateur économique? Il paie combien pour 40 pieds? Il paie combien pour 20 pieds? C'est une question technique, donc ça, il faut réserver l'apanage à l'OGFM. Qu'est-ce que vous avez réalisé depuis 2 ans comme gestionnaire de cette entreprise? N'oubliez pas que nous avons les conseils d'administration qui inclut tous les administrateurs, y compris les directeurs généraux. Et comme vous le savez, le conseil d'administration étant un organe qui définit la politique générale de l'entreprise et prend certaines décisions. La première des choses que nous pouvons d'ailleurs nous réjouir, c'est d'abord maintenir la discipline au sein de l'entreprise. Et cela a réussi aujourd'hui. Il y a quand même la calmie au sein de l'OGFM. Deuxièmement, nous avons réussi quand même à améliorer les conditions de vie de nos travailleurs qui ont vu quand même leur salaire remonter depuis il y a de cela une année de 30%. Le dernier touche combien? Les salaires ont un caractère social aussi. Okay. Et c'est pas important qu'on puisse mettre en nid les salaires des gens. Ça a toujours été un secret. C'est ce que nous vivons. Alors, me poser cette question, c'est peut-être me mettre en déphasage avec la réalité. Mais je dois vous rassurer. Environ. Non, en tout cas, ils sont là. Ils vivent. La paix sociale, elle est là. Ils touchent leur salaire. Ils savent nouer les deux bouts du mois avec leur salaire. En tout cas, ils savent. Nouer les deux bouts du mois. Ouais, ils savent. Payer. Ils savent. Loyer. Pour ça, il n'y a pas de problème. Ils savent. Médicaux, chacun a ce qu'il les considère. Ils sont pris en charge d'ailleurs par. Il y a des hôpitaux. Et nous aussi, nous avons notre SEMOJ. Mais bien entendu, même s'ils ne fréquentent pas trop là-bas, mais dans des hôpitaux où nous avons des contrats, et leur soin est assuré. Et donc, pour ça, il n'y a pas de souci. Est-ce que l'entreprise contribue au budget de l'État? Votre établissement. Oui, mais ce qu'il faut comprendre, M. Eric Ambago, l'OGFM n'est pas parmi les entreprises qui récoltent. L'OGFM, c'est un établissement public de l'État à caractère administratif et technique. Nous venons en appui des chargeurs. Vous comprenez? Et donc, chez nous, c'est les techniques. Mais nous reversons dans la caisse de l'État. Il y a un montant qui avait été arrêté et c'est ce que nous faisons. Vous réglez ça régulièrement? Par mois, n'oubliez pas. Parce que les hyper, tout ce qu'on paye, on coupe pour reverser dans la caisse de l'État. Tout à fait. Et donc, nous tous, nous sommes en ordre par rapport à ça. Monsieur Makutano, l'OGFM a mobilisé $1 million américains pour effort de guerre. Ouais. Vous dites que vous êtes établissement, vous n'êtes pas régi. Vous trouvez cet argent où? Mais bon, tout au long de notre mission, je crois, vous m'avez posé des questions. Parfois, il y a certaines que je vous ai répondu directement. Et les autres, je vous ai dit que non, ça concerne l'interne. OK? Dans tout ce que nous faisons, il y a toujours des redevances. Il y a l'argent que les gens payent. Par exemple, pour avoir la fiche électronique, pour la ferry, pour l'attestation des destinations, souscrire. Nous avons plusieurs produits que je pouvais énumérer. Certains peuvent m'échapper. Et ces produits-là nous permettent à ce qu'on puisse gagner ne fût-ce que quelque chose qui entre dans la caisse de l'État. Et c'est avec ça que nous essayons quand même de faire fonctionner l'entreprise. Mais bien entendu, si cet argent, nous trouvons ça où? C'est par rapport à ce que nous récoltons. Et quand il y a un appel du président de la République
parce qu'il y a plusieurs comptes. Je vous ai dit tantôt ici que nous sommes dans une tripartite. OGFREM, DGDA, OCC, au niveau du guichet unique. Tout ce qui ressort du contrôle et surtout des taxes reconnues et récoltées par la DGDA, c'est pour les comptes de l'OGFREM. Mais ceux qui font ce travail-là, il y a aussi un pourcentage qu'on met à côté. Mais depuis l'IGF est venu, l'IGF avait interdit que ces gens-là qui participent à cette conciliation ne puissent plus toucher. Mais il y a un compte réservé pour le fonctionnement de cette structure-là. Et bien entendu, comme c'est l'argent qui était géré par l'OGFREM, et quand on voit par rapport aux priorités, par rapport aux besoins et surtout par rapport aux comptes utilisés par l'OGFREM, on a compris que cet argent-là reste sans pour autant avoir un libellé. Et bien entendu, il y a un besoin, il y a une urgence. Et c'était important pour nous de pouvoir définir par rapport au compte présenté quel sera le compte touché pour que nous puissions donner notre contribution. Et bien entendu, c'était toujours pour nous, ça pouvait être bénéfique pour les gens. Mais pendant un temps, il y a quand même de l'argent dans ces comptes-là. Et on a jugé bon de mettre la main et puis de donner ça pour le fonctionnement. Vous allez récupérer ça comment? Ce n'est pas l'argent à récupérer, parce que ce n'est pas aussi l'argent qu'on donne pour les investissements. C'est l'argent pour payer pour le fonctionnement de cette structure. Et la structure a été suspendue. Ils n'ont plus droit parce que tous ces mondes-là qui sont envoyés travailler là-dessus, ils sont payés. Ils ont des salaires. Bien sûr, ils pouvaient avoir de bénéfices et tout ça, mais on a élagué. C'est l'IGF qui avait interdit. Alors comment libérer ce compte-là? Là où vous avez puisé les 1 million de dollars. Ouais. C'est dans quel compte? C'est compte investissement? Pour un compte des investissements, vous prenez les comptes des investissements, vous les affectez pour les comptes de la contribution. Ça c'est un détournement. C'est un compte disponible, justement, qui pouvait être utilisé par une cause, mais cette cause a été rédiée. Et jusque-là, le compte-là n'est pas encore dénommé. C'était un compte de contribution pour plier les gens qui faisaient la conciliation. S'il n'y avait pas effort de guerre, l'argent resterait comme ça, au frais? Non, parce que le Conseil avait déjà décidé de pouvoir simplifier les comptes. Et donc, déjà, nous savons que nous avons donné pour notre contribution au niveau de l'effort de guerre 1 million de dollars. Et à la session qui sera convoquée, on doit rapprocher les comptes. Au lieu d'avoir plusieurs comptes, je crois qu'il y a d'autres comptes qui ne vont plus exister pour que nous puissions avoir peu de comptes et d'autres argent, surtout comme le travail là n'existe plus. Et donc, on va les reverser dans d'autres comptes et surtout les comptes investissement. Alors, je rappelle que notre invité, c'est M. Amisima Koutanou. Il est président du conseil d'administration de l'OGFREM. Il est aussi député national. Alors, nous avons beaucoup de lingala pour na Tolobi na Lopoto, na Minute Moke, Mokomi Balé. OGFREM ezali nini sala kanini? OGFREM ezali établissement ya l'État, oyo ezali na caractéristique na yango ezali administratif et technique. Musala na yango ezali pona kosunga bato oyo bayaka na mikumba, c'est-à-dire bato bayaka na ba conteneur na lopoto to benga bango ba chargeur. Et puis to salelaka yango na ba monde nyonso ya transport, mode ya mituka, mode ya engunduka, c'est-à-dire train, mode ya avion, na mode ya mai. Donc nous bolandaka conteneur esika e uti na mboko e uti te e na Kinshasa. Ti esika ekokom. Bokoye ba peso ke moto ayibi eloka moto bokoye ba te moto bo ayiba ki eloka moto na katanzela wana. Non, c'est-à-dire soki moto ayibi eloko ya moto. C'est le contenu parce que tant moto azali ko sala déclaration ya biloko ezali na kati ya conteneur, tozali na document o to pesaka. To bengi ferry wana ezali document ezali ko renseigner toutes les informations ou ezali ko contenir na kati ya conteneur wana. Tango ekomi na a frontière et sengeli biso pe tozala wana pona to contrôler est-ce que makambo oyo ba déclarer kuna place euti nde yango ezali. Mais malheureusement tozali na zone opérationnelle te yango tozali ko bunda pour que biso pe tozonga. Parce que moni tango DG azali ko sala biso musala ba technicité musu biso to ali nango DGDA parfois yebi yango te ba feri ya mabe ezali ba tu bazali ko yana lokuta mususu parfois la déclaration n'est pas la même na oyo place eutaki to occupé te bozali ko sala ba port ezali na maïté mais pas port ezali na mokili bon port yango ezani port ya mo ezana maïté na mokili ezani non port sec au départ même ya kobenga yango port sec ezali esika ya kokauka
ezali libongo ya kokauka, c'est-à-dire libongo ya mokili. Alors na libongo wana ezali pona kosunga ba chargeur ba transporteur par exemple, parce que na port sec okokuta ba mituka oyo parfois na kopesa exemple na Lubumbashi nzela okozwa ba mituka ne kangi nzela ba kilomètre na ba kilomètre. Alors pona ko dégager aussi nzela. Et puis avant biloko wana ebima ba sengeli ba kotaka na kati ya ba port sec ba zeli. Donc obima na bango wana ezali kaka kobima mbala moko bazwi nzela bakatisi ou bien mbala moko bazwi nzela bakei ti esika bazali kokende ko décharger au lieu bavandaka na babalabala. Mais na kati ya ba port sec okokuta ba service nyonso ya l'État eza na kati, DGM eza na kati, ANER eza na kati, OCC eza na kati, DGD eza na kati, ba banque même eza na kati, ba restaurant eza na kati, ba hôtel même eza na kati pona ko faciliter soki mutu ayeki neti na mutuka na elali wana na kati esengeli yepe alala polobi akende nyonso ezali kokotisa mbongo parce que soko okoti na kati ofuti hotel okotisi mbongo pompe essence eza pe na kati il faut tia carburant po okende et puis tango okotisi mutuka pe ezali na talo nango eza kofuta nyonso ezali kokotisa mbongo non seulement na l'État mais ezali kokotisa mbongo na OGFREM ezali pe kokotisa mbongo na entité bisika ezali par exemple na Kasumbalesa na mbongo oyo bakofuta yebake territoire wana do ville wana yango pe ko bénéficier l'État pe azana ba taxe na et donc c'est vice versa, c'est une manière de fonctionner ya OGFREM. Mexico tozela Kasumbalesa toyo kiango le mingi nanu e bandi musala te ponani. Bon mingi pe to ali na problème ya bande ko na biso bazali na musala ya passation des marchés bazali pe moi kilo mais to yebi ke na conseil ezali koya ya mois de mars to kolobela mambi mana et puis d'ici le mois de février le 20 ba ko fongola ba pli ya bato nyonso bayaki pona ko soumissionner sur l'exécution ya ba port sec. Voilà le résumé Lingala avec monsieur Makutano. Alors monsieur Makutano, il y a une question que je ne vous ai pas posée, c'était par rapport au parc à véhicules et parc à voie de Boma. Les activités continuent là-bas? L'activité qui a baissé au niveau de Boma, qui fait défaut. Mais les parcs à bois, les parcs à véhicules existent bel et bien, mais ça n'a pas de contenu étant donné que il y a plus de cargaison. Alors, monsieur Makutano, on va suivre à présent le panier de la ménagère avec Rachel Insiwe. Cette semaine, les prix des denrées alimentaires sont fixés de la manière suivante au grand marché de Kinshasa. Une mesurette ou écolo de farine de froment revient à 4 500 francs congolais. Celle de haricots varie entre 3 600 et 5 000 francs congolais. Les haricots appelés délavés sont à 3 600 la mesurette au copeau. Le milaï coûte 3 800 francs congolais la mesurette. Le bilbil coûte 4 500 pour la mesurette au copeau. Une mesurette de maïs ou écolo est à 3 500 francs congolais, voire 4 000 francs congolais. Un seau de cossette de manioc est vendu à partir de 10 000 et il va jusqu'à 25 000 francs congolais. Un sac de riz de 25 kg coûte 76 000 francs congolais. La mesurette ou sa combi de riz coûte 2 000 francs. Un sac de semoule de 25 kg coûte 56, 76, voire 78 000 francs congolais selon la qualité. La mesurette ou écolo coûte 4 000 francs congolais. Un bidon d'huile de palme de 5 litres est vendu à 22, il était à 18 voire 20 000 francs congolais. Un bidon d'huile végétale de 5 litres varie entre 31 et 35 000 francs congolais, il était à 28 000 voire 30 000 francs congolais. Celui de 25 litres est vendu à 133 500 francs congolais. Un sachet de sucre coûte 22 000 francs congolais et un plateau d'œufs est vendu à 21, 22 voire 24 000 francs congolais. Et pour les produits surgelés Eric, 1 kg de chinchard coûte toujours 9 voire 10 000 francs congolais. Le carton est vendu à partir de 85 $ américains. 1 kg de viande de bœuf coûte 22 000 francs congolais. Le carton des cuisses des poulets est à 23 $ et le kilo est à 6 500 francs congolais. Un poulet sans emballage, appelé communément poulet nu, se vend à partir de 11 000, 12 000, 13 000. Il va jusqu'à 15 000 francs congolais selon la grandeur. Les côtes de porc sont à 14 000 francs congolais. Les poissons salés se négocient à partir de 23 000 francs congolais le kilo. Le carton est à 65 $ américains. Un tas de poissons fumés coûte 10, 20 ou 50 000 francs congolais. Une botte de feuilles de manioc coûte 5 000 comme la semaine passée. Celle des épinards est à 2 000 francs congolais. Celle d'oseille est à 1 000 francs. Et un chou paumé coûte 2 000, 3 000 ou 5 000 francs congolais. Une chikwang coûte 1 000, 1 500 voire
2000 francs congolais. Un filet d'oignon se négocie à partir de 35 000 francs congolais. Il va jusqu'à 40 000 francs congolais. Un oignon varie entre 200 et 1000 francs congolais. Un ananas est vendu à ce jour à partir de 1500, 2000, 3000. Il va jusqu'à 20 000 francs congolais. Un tas de safou se négocie à partir de 1000 francs congolais. Il va jusqu'à 5 000 francs congolais. Un tas de bananes plantain est vendu à partir de 3000. Il va jusqu'à 10 000 francs congolais. Merci Racheline, si on vous retrouve la semaine prochaine. Alors, M. Makutano, rapidement quelques questions. On a parlé de baisse des prix de 8 principaux produits de consommation, de grande consommation à Kinshasa, mais apparemment, le panier de la ménagère n'a pas ressenti cette décision. Il y a eu quand même des baisses de prix. Bien entendu, il faut que chacun puisse jouer son rôle. Il y a des inspecteurs économiques qui doivent être derrière toutes les décisions qui sont surtout prises par le gouvernement. Tout ce que nous consommons, ça vient de la terre. Ministère de l'Agriculture, c'est des noms ou c'est un ministère qui doit entrer en musique pour donner le contenu de son ministère. Monsieur Makutano, vous êtes député national, je l'ai dit. Réduction du train de vie des institutions décidée par le président de la République. Mais ce n'est pas lui qui doit exécuter, c'est le Parlement qui doit autoriser. Chaque institution doit savoir comment réduire, parce que nous, moi je suis député, on avait déjà réduit à 50%. En violation de la loi des finances. Non, je suis en train de dire. Oui. D'ailleurs, ça, c'était avant que nous arrivions. C'était en violation de la loi des finances. Oui, on avait déjà réduit, mais nous sommes en train de subir les conséquences. En violation de la loi des finances. Oui, c'était en violation de la loi des finances. Oui. Ça, c'est vrai. Oui. Avant notre arrivée au niveau du Parlement, par le ministre Nicolas Kazadi, qui avait réduit sensiblement. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Parce que les gens, en son temps, disaient qu'un député touchait si c'est 21 000 $. C'est pas le cas. C'est combien? La main sur le cœur, c'est combien? C'est 14 600 000. Et les primes, ça fait combien? Quelles primes? Les primes que vous recevez. Tout le monde reçoit des primes. Les primes? Il y a à côté des salaires, il y a salaire brut, il y a aussi des primes. Bon, nous voyons que les salaires. Hein. La loi rectificative, et bien entendu, c'est déjà en ordre. Donc le Parlement s'y est mis après avoir subi la conséquence. Le Parlement est en congé. Et ce qui est arrivé, c'était quand les députés sont partis en congé. L'extraordinaire, vous n'auriez pas pu... Non, à l'extraordinaire, il y a un point spécifique. La loi sur la réduction des trains de vie, ça sera abordé lors de notre retour. Et puis voilà. Il y a eu pillage des ambassades, de plusieurs ambassades, lors de la manifestation spontanée contre l'agression rwandaise et l'omerta de la communauté internationale. C'est l'UDPS qui avait organisé, planifié tout ça? Non, l'UDPS n'avait pas organisé une manifestation. Moi, je commence d'abord par condamner l'acte de violence. Hein. Ça, je condamne fermement. Mais réclamer marché, ce n'est pas un péché. Parce que cette activité est reconnue même dans notre constitution. Mais il est important aux autorités de prendre des mesures idoines. Je rappelle que notre invité, c'était M. Amissi Makutano, président du conseil d'administration de l'OGFREM, office de gestion du fret multimodal. M. Amissi Makutano, merci d'avoir répondu aux questions de Jeudi Économie. Merci beaucoup, M. Ambago. Je ne manquerai pas à pouvoir présenter toujours ma parfaite communion avec nos frères de l'Est de la République. Merci beaucoup, M. Makutano. C'est moi qui vous remercie. Merci à Miguel Mena, le réalisateur. Merci à vous, chers auditeurs. Vous pouvez suivre cette émission sur notre page Facebook. Jeudi Économie avec Eric Ambago. À très bientôt.